Le jour de mes 18 ans, j'ai compris ma place dans la famille. Pendant que mon frère recevait une fête surprise et des cadeaux coûteux, on m'a offert un gâteau à moitié mangé et un mot cruel. J'ai fait semblant que ça ne me faisait pas mal, mais cette même nuit, je suis parti avec seulement 35 € en poche. Une semaine plus tard, quand la vérité a enfin éclaté, ma mère a laissé un message en larmes, me suppliant de revenir. Il était déjà trop tard. Je n'aurais jamais pensé que l'univers pouvait avoir un sens de l'humour aussi tordu, mais après ce qui s'est passé le jour de ma majorité, j'ai commencé à l'envisager sérieusement. Je m'appelle Lucien, j'ai 18 ans, et si je disais que ma famille a oublié mon anniversaire, j'adoucirais la vérité. Oublier est douloureux, oui, mais ce qu'ils ont fait était bien plus que ça. C'était comme s'ils m'avaient placé au centre d'une blague dont j'ignorais même faire partie. Pour situer le contexte, j'ai grandi dans une petite ville de la grande banlieue parisienne, de celle où tout le monde connaît votre nom, votre histoire familiale et probablement même la couleur de vos draps. Ma famille était le cliché typique de la banlieue pavillonnaire. Mère, père, 2 fils, les déjeuners du dimanche et une haie bien taillée délimitant le jardin. Rien d'extraordinaire, sauf la façon dont on nous traitait, mon frère et moi. Mon frère Maxence, de 2 ans mon cadet, avait toujours été le favori, même si personne ne le disait à voix haute. Si quelqu'un nous voyait ensemble, il aurait juré qu'il était le fils parfait et que j'étais un cousin éloigné qu'on laissait dormir sur le canapé par pitié. Il avait ce charisme naturel, cette facilité à s'intégrer. Il était bruyant, sociable, sportif, le centre de l'attention sans effort. J'étais tout le contraire, réservé, observateur, le genre de garçon qui fait ses devoirs à l'avance juste pour éviter les problèmes. Mes parents n'ont jamais admis de préférence, mais ce n'était pas nécessaire. Tout ce qu'ils faisaient le criait. Maxence était accueilli avec des étreintes. Même s'il rentrait tard, moi, je me prenais un sermon si je mettais plus de 10 minutes à répondre à un message. Quand il a bousillé la voiture familiale à 16 ans, 6 mois plus tard, il en a eu une neuve, encore meilleure. J'ai demandé un ordinateur portable d'occasion pour le lycée et on m'a tendu une liste de petits boulots. J'essayais de me convaincre de ne pas le prendre personnellement. Peut-être qu'ils me croient plus indépendant, me répétais-je. Peut-être qu'ils attendent plus de moi. Des mensonges nécessaires pour rendre digeste ce qui, autrement, aurait été trop amer. Mais le jour de mes 18 ans, ce jour-là, toutes ces excuses se sont effondrées. C'était un jeudi, je m'en souviens bien, car ce matin-là, j'avais lamentablement échoué à un contrôle de mathématiques. Entre ça et la fatigue, je suis rentré à la maison en espérant au moins un dîner simple ou mon plat préféré. Je ne cherchais pas de grands gestes, juste un signe que je comptais. En entrant dans le salon, j'ai vu des ballons bleus et argentés, des serpentins suspendus et un énorme joyeux anniversaire sur le mur. Mon cœur a fait un bond. J'ai pensé, ah, ils s'en sont souvenus. Mais quelques secondes plus tard, Maxence est entré derrière moi avec un immense sourire. Qu'en penses-tu, dit-il, radieux. Surprise. C'est alors que j'ai remarqué. La banderole ne disait pas joyeux 18 ans, seulement joyeux anniversaire. Et Maxence, eh bien, son anniversaire était 3 semaines plus tard. Ma mère est sortie de la cuisine avec un chapeau de fête et son téléphone, filmant la scène. Tu arrives juste à temps, dit-elle en ne s'adressant qu'à lui. Mets-toi là, près de la table. Il nous faut la photo avant de couper le gâteau. Je suis resté là, le sac à dos encore sur l'épaule, sans que personne ne me regarde. Mon père a tendu à Maxence une boîte avec un ruban. Il l'a ouverte avec enthousiasme. Un téléphone neuf, le modèle le plus récent. J'avais toujours mon portable d'occasion, à l'écran fissuré et à la batterie mourante. Je me suis raclé la gorge. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. L'atmosphère s'est figée un instant. Puis ma mère a laissé échapper un rire nerveux. Bien sûr qu'on n'a pas oublié, chérie. Tiens. Elle m'a tendu une carte pliée et a désigné la cuisine. Il y avait un petit gâteau, à moitié mangé, sans bougie ni nom, déformé comme s'il avait servi à caler une porte. La carte contenait un unique message. Sois plus comme lui. Rien de plus, pas de félicitations. Les rires ont commencé ensuite, gênés au début, comme si c'était une farce et que je devais jouer le jeu. Mais personne n'a dit, c'est une blague. Personne n'a sorti une vraie carte, rien. Seulement Maxence, tenant son nouveau téléphone, regardant partout sauf dans ma direction.
Je n'ai pas pleuré ni fait de scène. J'ai simply posé la carte sur le comptoir et je suis monté dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai préparé un sac à dos, un sweatshirt, 2 t-shirts, un jean, des chaussettes, le chargeur et les 35 € que je gardais dans une boîte à chaussures. J'ai attendu que la maison soit silencieuse et j'ai marché 4 rues jusqu'à l'arrêt de bus, sous la lumière vacillante d'un lampadaire. J'ai pris le dernier bus pour la ville sans savoir exactement ce que j'allais faire, sachant seulement que je ne pouvais pas rester. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Elle semblait anéantie. « Lucien, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous ne savions pas, nous n'avons pas réfléchi. Ton père te cherche partout. Rentre, s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, je ressentais une sorte de liberté, mais le pire n'était pas encore passé. Au lieu d'admettre leur erreur ou d'essayer de réparer les choses, ils ont décidé de transformer mon absence en un spectacle pour les connaissances, les réseaux sociaux et la famille. Soudain, j'étais le fils à problème qui s'était enfui parce qu'il ne supportait pas la discipline. Et quand j'ai appris ce que Maxence racontait dans mon dos, j'ai cessé de douter de moi et j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. Il m'a fallu 3 jours complets pour écouter le message en entier. Chaque fois que j'essayais de le lancer, quelques secondes de la voix brisée de ma mère suffisaient pour que j'arrête l'enregistrement. Ce n'était pas que je ne voulais pas savoir ce qu'elle disait, c'est que je le savais déjà. Ce serait de la culpabilité déguisée en affection, le genre d'affection qui n'apparaît que devant des voisins ou des parents curieux, celle qui fait bien sur les réseaux sociaux mais qui ne vous étreint pas quand vous rentrez à la maison. Je logeais dans une auberge de jeunesse délabrée en ville. 230 € par semaine si ça ne vous dérangeait pas de partager une chambre avec 2 types qui vendaient des lunettes de contrefaçon en plein jour et jouaient à des jeux de guerre la nuit. Je dormais avec mon sac à dos sous la tête et l'argent caché dans une chaussette. Tous les matins, je marchais comme si cet endroit était vraiment ma maison, sans plan, sans filet de sécurité, mais avec une tranquillité étrange, comme si j'avais enfin cessé de courir après la vie que les autres voulaient pour moi. La douleur était toujours là, bien sûr, et pas seulement à cause de l'anniversaire, ce n'était que le point de rupture. C'était une accumulation de comparaisons, de questions comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Maxence ?» De tant de moments où mes réussites passaient inaperçues tandis que les siennes occupaient toute la table. C'était comme essayer d'obtenir un rôle dans une pièce dont la distribution était déjà décidée. Je ne pensais pas revenir, mais les choses ont changé quand ma tante Juliette est apparue. Juliette, la sœur aînée de ma mère, avait toujours été le genre de femme qui remplissait n'importe quelle pièce de sa voix directe et sans filtre, mais de la meilleure façon possible. Elle a appris que j'étais parti quand ma mère, désespérée, a décidé de l'appeler pour voir si elle pouvait l'aider à arranger la situation. Je suppose qu'elle s'attendait à ce que Juliette me raisonne, mais ce ne fut pas le cas. Cet après-midi-là, Juliette m'a appelé, elle avait trouvé mon numéro en fouillant dans une vieille conversation familiale de Noël et m'a laissé un message si direct qu'il m'a laissé pétrifié. « Appelle-moi, Lucien. » Maintenant. Je l'ai appelé. « Es-tu en sécurité ?» demanda-t-elle sans détour. Pas de salutation, rien. J'ai essayé de paraître ferme, même si je tremblais à l'intérieur. « Oui, je vais bien. » Il y eut un court silence avant qu'elle ne murmure quelque chose, comme si elle avait besoin de se le rappeler à elle-même. « Tu as 18 ans maintenant. Ils ne peuvent pas t'obliger à revenir, même si je ne doute pas qu'ils essaieront de te faire passer pour le coupable. » Je n'ai rien dit, mais elle a continué en baissant un peu la voix. « Je sais ce qui s'est passé. Ta mère m'a raconté une version édulcorée, mais je ne suis pas idiote. Je vois comment ils te traitent depuis des années. J'ai toujours pensé qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient ou qu'ils mûriraient. On dirait que je me suis trompé. » Entendre un adulte dire, pour la première fois de ma vie, quelque chose qui correspondait exactement à ce que je ressentais. Ça m'a frappé de plein fouet. Ça m'a coupé le souffle. J'ai dû m'asseoir sur le trottoir pour retenir un nœud dans ma gorge. « Je n'ai pas grand-chose, » ajouta Juliette. « Mais si tu as besoin d'un endroit, si tu en as vraiment besoin, tu m'appelles. Compte sur moi. » J'ai remercié pour ces paroles, j'ai raccroché et je suis resté immobile un long moment, observant l'agitation de la ville. Des voitures qui klaxonnaient, des gens qui marchaient vite un café à la main, quelqu'un qui criait pour un chien perdu au coin de la rue. J'aurais pu me sentir complètement seul, mais au lieu de ça, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose comme un petit point de stabilité au milieu du chaos. Une semaine a passé, puis 2, et c'est là que j'ai commis une erreur.
J'ai ouvert le compte Instagram de Maxence. Il avait publié des photos de sa fête d'anniversaire, la même nuit que mes 18 ans. Le salon rempli de ballons, le gâteau, les gens qui riaient, les mêmes détails dont je me souvenais, sauf que sur ces photos, je n'apparaissais pas. Sur une image, j'étais à côté de lui cette nuit-là. Je m'en souvenais clairement, mais il avait recadré les photos avec tant de soin qu'on ne voyait même pas une fraction de mon épaule. Comme si je n'avais jamais été là. Et le texte en dessous disait « Le meilleur anniversaire, reconnaissant d'avoir la famille la plus incroyable. Je ne saurais pas qui je suis sans eux. » Ça m'a brûlé. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est de lire les commentaires. Ma mère, tu mérites tout, mon chéri. Tu as un cœur d'or. Mon père, fier est un mot faible. Adeline, une amie de la famille, beau et humble, pas comme certaines personnes. Certaines personnes n'avaient pas besoin d'explications. Adeline avait toujours été du genre à dire que les jeunes comme moi étaient trop sensibles, que la dépression était un choix et que se plaindre était une façon d'attirer l'attention. J'ai failli répondre, failli écrire que cet anniversaire était aussi le mien, failli déballer toute la vérité, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté à regarder cet écran, sentant mon pouce accélérer jusqu'à ce que je laisse tomber le téléphone sur le matelas. Cette nuit-là, ma mère a appelé, mais j'ai laissé sonner. Le vrai tournant est arrivé plus tard. Sans cri ni dispute dramatique. C'était quelque chose de petit, de silencieux, comme une écharpe qui parvient enfin à remonter à la surface. J'ai reçu un email de ma conseillère d'orientation. Bonjour Lucien. J'espère que tu vas bien. Tes parents ont demandé que je te retire de la liste d'admission anticipée et que je reporte tes candidatures d'un semestre. Ils ont dit que tu prenais une pause pour remettre tes idées en ordre. Est-ce vrai? J'ai senti un frisson. Je n'avais rien dit de tel. J'avais tout préparé pour postuler aux universités. Mes dissertations étaient à moitié corrigées sur Google Doc. La bibliothèque publique me fournissait une connexion Internet gratuite et je comptais tout envoyer ce week-end-là. Ils sabotaient mon avenir, et pour la première fois, j'ai compris l'ampleur de leurs actes. Ce n'était pas une simple négligence ou un manque d'attention. Ils agissaient délibérément contre moi. J'ai immédiatement appelé la conseillère et lui ai dit la vérité. Que j'étais parti, oui, mais pas parce que j'étais instable, mais parce que ma maison l'était. Je ne suis pas entré dans les détails, mais j'ai été clair. Je lui ai demandé de n'accepter aucune modification de mon dossier si elle ne venait pas directement de moi. Elle a accepté sans hésiter, avec empathie, puis a envoyé un email confirmant qu'elle avait restauré mes candidatures et restreint l'accès. J'ai raccroché, les mains tremblantes, furieux, mais avec un calme étrange, comme lorsque l'air devient immobile juste avant une tempête. Et c'est alors que le pire est arrivé. Juliette m'a appelé quelques jours plus tard. Elle chuchotait, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un l'entende. Je sors de chez tes parents, dit-elle. Ils m'ont invité à dîner en disant qu'ils voulaient arranger les choses. Mais, Lucien, ça n'avait rien à voir avec toi. Je me suis redressé aussitôt. Comment ça? Ils voulaient que j'accueille Maxence pour quelques semaines. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'espace, que la maison était tendue avec ton départ et qu'il était très affecté émotionnellement. J'ai ri d'incrédulité, pensant qu'elle exagérait, mais ce n'était pas le cas. Et puis ta mère m'a prise à part, continua-t-elle. Elle m'a dit textuellement, nous avons besoin que Lucien comprenne que fuir ne lui apportera pas d'attention. Nous utilisons la psychologie inversée. Si Maxence reste avec toi, peut-être que Lucien rentrera à la maison et arrêtera cette bêtise. Je n'avais plus de salive. Lucien, dit Juliette à voix basse. Ils utilisent ton frère comme un pion sur un échiquier. Et le pire, c'est que Maxence a accepté. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal, qu'il manipule tout ou que Maxence collabore. Il avait toujours joué au pacificateur quand ça l'arrangeait et au complice silencieux quand ce n'était pas le cas. J'ai demandé à Juliette de ne pas accepter de l'accueillir. Elle a hésité, mais a finalement répondu, je ne le ferai pas, mais je te préviens, ils ne vont pas s'arrêter. Ils appellent les membres de la famille et racontent une histoire où tu es le garçon à problème qui s'est enfui. Ils disent que tu te drogues ou que tu as mis quelqu'un enceinte ou que tu t'es rebellé. Tout est inventé, mais ils le répètent tellement que les gens commencent à y croire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cette même nuit, quelque chose en moi a changé pour toujours. Je suis allé à la bibliothèque publique, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire.
Pas un déversoir, pas un journal intime, un plan. Ils étaient convaincus que j'étais perdu, seul, sans but. Ils croyaient que tôt ou tard, je reviendrais en rampant, mais ils se trompaient. Pour la première fois depuis longtemps, je les voyais avec une clarté totale. Chaque masque, chaque mensonge, chaque coup de poignard silencieux. Et cette fois, je n'avais pas l'intention de m'éloigner en silence, je n'avais pas l'intention de disparaître, je n'avais pas l'intention de céder. Le moment était venu de déplacer mes propres pions. Ce n'était pas que je flottais, je sentais déjà que je tombais, mais cette fois avec une direction claire, avec un but qui commençait à peine à se former en moi, comme une étincelle au milieu du chaos. Mais avant de devenir une version plus forte de moi-même, je devais d'abord survivre. Ce mot, survivre, semblait trop grand pour quelqu'un qui mangeait le strict minimum et dormait sans véritable repos depuis des jours, mais c'était la seule option que j'avais. J'avais toujours entendu cette expression toucher le fond. Je l'avais gravée dans mon esprit depuis l'enfance comme une image simple, un homme solitaire sur un banc de parc, enveloppé dans un manteau usé, serrant une bouteille cachée dans un sac en papier. Dans ma tête, c'était le stéréotype de l'échec absolu. Mais quand mon tour est venu, le fond a pris une forme complètement différente, plus silencieuse et plus cruelle. Ouvrir les yeux dans une auberge de jeunesse à 4 heures du matin, l'air froid me râpant la gorge, pour découvrir que mon sac à dos était ouvert. La fermeture éclair pendait comme un geste moqueur et l'argent que je gardais pour les urgences, le peu qu'il me restait, avait disparu sans laisser de traces. Pas de cadenas brisé, pas de fenêtre forcée, pas de signe de violence. Il n'était tout simplement plus là. C'était peut-être l'un des types avec qui je partageais la chambre. J'en avais vu plusieurs m'observer quand je m'endormais avec le sac sous la tête, comme un oreiller improvisé. Je le portais ainsi depuis des jours, croyant que cela suffirait. Quelle naïveté. Mon premier réflexe a été de crier, de jeter quelque chose, de frapper le mur ou même de retourner chez mes parents, de frapper à la porte et d'exiger des réponses, de l'aide, quelque chose, n'importe quoi qui ferait que le monde arrête de m'écraser pour une seconde. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis dans l'obscurité, immobile, observant la fermeture éclair ouverte comme si elle pouvait me donner des explications qui n'existaient pas. Le silence de l'endroit était presque insupportable. Chaque respiration étrangère semblait me rappeler que je n'appartenais à aucun lieu. Le lendemain matin, en me lavant le visage dans la salle de bain commune avec de l'eau glacée, j'ai essayé de plaisanter avec moi-même en voyant mon reflet dans le miroir embué et rayé. « Tu t'es fait avoir », ai-je murmuré avec une ironie amère. « Félicitations, tu as appris à la dure. » Il me restait une barre de céréales dans la poche de mon sweat et mon téléphone avec à peine 22% de batterie. Un inventaire triste, mais honnête. C'est à cet instant précis, étrange et inconfortable, que la colère envers mes parents a cessé d'exister. Je l'avais portée pendant des semaines, comme si cette colère me donnait une structure. Mais ce qui a suivi était autre chose, une masse dense, froide, une certitude qui s'est installée dans ma poitrine. J'ai compris que lorsque vous êtes seul, vraiment seul, le monde ne vous doit rien. Il n'y a pas de filet de sécurité. Personne ne va vous lancer une corde pour vous sortir du puits. Quand les choses s'effondrent, et elles s'effondrent tôt ou tard, personne ne vient vous relever. Il n'y a que la décision, résoudre le problème ou disparaître. J'ai choisi de le résoudre. J'ai commencé à passer pratiquement toutes mes journées à la bibliothèque publique de la ville, non seulement pour le Wi-Fi et le chauffage, qui était un luxe pour quelqu'un qui dormait dans une auberge froide, mais aussi parce que là, je parvenais à me sentir invisible et vivant à la fois. Ce bâtiment est devenu une sorte de refuge. Au milieu des étagères remplies d'histoires de personnes qui s'en étaient sorties de situations pires, je trouvais un calme étrange, presque médicinal. Je passais des heures à envoyer des candidatures d'emploi, à avancer dans mes démarches universitaires, à chercher des bourses et à lire tout ce qui pouvait me maintenir sain d'esprit. De temps en temps, j'imaginais ce que ma famille devait se dire. Il exagère. Il veut nous punir. Il reviendra quand il se rendra compte qu'il ne peut pas se débrouiller seul. Mais la vérité était simple. Je ne voulais pas revenir. Pas pour de l'aide, pas par pitié, pas pour leur donner le plaisir d'entendre un « vous aviez raison ». Un après-midi, alors que je consultais des offres d'emploi avec le moral au plus bas, j'ai entendu deux hommes converser derrière moi. Ils disaient que leur livreur habituel avait démissionné sans préavis. L'un d'eux m'a jeté un regard en coin, probablement parce que cela faisait une semaine que je m'asseyais à la même table à la même heure, et a lancé « Et, tu sais faire du vélo ?» Je suis resté immobile une seconde. J'ai cligné des yeux.
Oui, je suppose. Tu veux gagner 25 €. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai accepté. C'est ainsi que j'ai fini par travailler pour une petite sandwicherie à 4 rue de la Bibliothèque. Rien de glorieux. Juste un local étroit avec une odeur de pain fraîchement cuit, une clochette rouillée à la porte et une liste interminable de commandes pour les bureaux voisins. Ils n'avaient même pas leur propre vélo. Ils m'en ont prêté un qui était cabossé, avec le guidon tordu et les pneus en mauvais état. Le propriétaire me l'a tendu avec un sourire rapide et une condition simple, si tu le répares, tu l'utilises. Je l'ai fait. J'ai réparé ce que j'ai pu. J'ai collé l'intérieur de la chambre à air avec du ruban adhésif et une bonne longueur de scotch. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parcourir la ville en équilibre dans des rues que je ne connaissais pas bien. Les paiements se faisaient en espèces, pourboires inclus. Ce premier jour, j'ai gagné 25 €, bien plus que pour n'importe quelle tâche ménagère que je faisais dans la maison où j'ai grandi, en échange de rien. Ce soir-là, j'ai dîné comme quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, avait quelque chose à lui, des ramen bon marché, une pomme et une barre de chocolat qui coûtaient plus que de raison, mais qui m'a rendu un peu de dignité. Les semaines suivantes, j'ai suivi un rythme exigeant, mais qui était le mien, me lever tôt, me doucher à la salle de sport. Le propriétaire du magasin m'a offert un abonnement après que j'ai couvert 3 services doubles sans me plaindre. Livré de 10 h du matin à 4 h de l'après-midi, puis retourner à la bibliothèque pour avancer sur les documents universitaires avant de rentrer à l'auberge. Ma vie reposait sur une structure fragile et petite, mais c'était une structure que j'avais construite. J'ai aussi commencé un carnet où je notais des objectifs, des phrases que j'entendais en passant, des rêves étranges et des pensées dispersées. Un après-midi, j'ai écrit « Tu n'es pas invisible, tu grandis en silence ». Cette phrase est devenue une sorte d'encre émotionnelle. Chaque fois que je doutais de moi, je la relisais. À la mi-novembre, j'ai rassemblé assez d'argent pour quitter l'auberge. Juliette, ma tante, m'a aidé à trouver une chambre à louer dans un quartier calme, presque en périphérie. Une dame âgée louait le sous-sol de sa maison à bas prix en échange de quelques tâches simples, sortir les poubelles, l'aider avec les courses, changer les ampoules de temps en temps. Le sous-sol était froid, un peu humide et sentait légèrement la naphtaline, mais il avait quelque chose que je n'avais pas eu depuis des semaines, une porte qui fermait, ma propre clé et un espace où personne ne pouvait toucher à mes affaires pendant que je dormais. Juliette m'a même offert un ordinateur portable d'occasion. Rien de luxueux, mais suffisant pour écrire des dissertations, consulter mes emails et ne plus dépendre exclusivement de la bibliothèque. Elle n'a rien voulu en échange. La première fois que j'ai essayé de la remercier en lui apportant quelques courses, elle m'a regardé comme si je lui avais offert un trésor. « Tu as toujours été un bon garçon », dit-elle avec une tendresse qui m'a complètement désarmé. Ils n'ont tout simplement pas su le voir. J'ai failli pleurer sur le pas de sa porte, mais je me suis retenu comme j'ai pu. La semaine avant Noël, j'ai reçu ma première acceptation universitaire. Ce n'était pas l'établissement de mes rêves, mais c'était le mien. J'avais une bourse complète. On m'offrait une place pour le semestre de printemps si je démontrais mon indépendance financière. J'ai appelé le bureau des admissions, j'ai expliqué ma situation avec toute la sincérité que j'ai pu rassembler et j'ai envoyé tous les documents disponibles, lettres, anciens relevés bancaires, une note signée par Juliette. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Bienvenue. Je suis resté assis par terre, tenant mon téléphone, lisant et relisant l'email avec mon nom complet. Ce soir-là, j'ai acheté un petit gâteau. J'ai allumé une bougie et je me suis chanté « Joyeux anniversaire » à voix basse. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je n'avais aucune obligation de le faire. Ils continuaient de poster des photos de famille, le dîner de Noël avec Maxence en bout de table. Le commentaire de ma mère disait « Reconnaissante pour le fils qui est resté ». Mon nom n'apparaissait pas une seule mention, comme si je n'avais jamais existé. Ce qui est curieux, c'est que ça ne m'a pas fait aussi mal que je l'attendais. C'était une blessure qui ne saignait plus, elle ne laissait qu'une cicatrice. Et pourtant, ça allait, parce que je n'étais pas porté disparu, j'étais en train de construire, et pas à pas, je devenais quelqu'un qu'il ne pouvait plus blesser de la même manière. Le plus inattendu est arrivé ensuite. Maxence m'a écrit un message bref, presque timide. « Et, tu vas bien ?» Je suis resté à regarder l'écran un long moment. Je ne ressentais plus de rancœur, juste une fatigue profonde qui semblait venir d'années en arrière, mais quelque chose en moi me disait de ne pas l'ignorer. « Je vais bien », ai-je finalement répondu. « Et toi ?
Il a mis une journée entière à répondre. Ici, les choses sont bizarres. Il parle de toi comme si tu étais un fantôme. Maman a pleuré l'autre soir parce qu'elle a vu ta brosse à dents encore dans la salle de bain. Ce message m'a frappé plus que je ne l'aurais imaginé. Non pas parce qu'il me manquait, ce n'était pas le cas, mais parce que j'ai compris que ce qu'il regrettait, ce n'était pas mon absence, mais l'image qu'ils s'étaient construite de moi, cette version confortable et manipulable qu'ils avaient toujours voulu conserver. Maxence a écrit, « Je ne savais pas qu'ils allaient m'utiliser comme ça. Je pensais qu'ils voulaient vraiment t'aider à revenir. Pardon de ne pas avoir répondu avant, mais que pouvais-je bien répondre ? » Ça ne servait à rien de lui dire que ses excuses n'effaçaient pas 18 ans à être le fils de rechange. Je ne pouvais pas non plus lui expliquer que j'aurais aimé le voir me défendre quand tout s'est effondré, ou que ça me faisait mal de voir avec quelle rapidité il savait se transformer en victime ou en sauveur selon ce qui l'arrangeait. Cependant, je me suis souvenu de quelque chose que Juliette m'avait dit une fois, « Tu n'es pas obligé de laisser les gens revenir dans ta vie, mais ne les laisse pas non plus fermenter à l'intérieur de toi. » Alors, j'ai juste écrit une courte phrase, « Moi, ça va. J'organise mes affaires. » C'était suffisant pour l'instant. Les jours ont passé sans grand soubresaut. Noël est arrivé et reparti sans laisser de traces. Je l'ai passé en compagnie de Juliette, juste nous deux et son énorme chat, qui ressemblait plus à un coussin sur pattes qu'à un véritable animal. Nous avons regardé de terribles films de Noël, mangé plus de desserts que recommandé et enchaîné les parties de cartes. À un moment de la soirée, elle m'a regardé avec cette expression qui mêlait affection et fermeté. « Tu n'es pas cassé », m'a-t-elle dit. Le problème, c'est qu'on t'a élevé sous la mauvaise lumière. Je n'ai pas eu besoin de répondre. Un hochement de tête a suffi pour qu'elle comprenne. En janvier, j'ai fait mes 2 valises et j'ai emménagé dans la résidence universitaire. C'est là que j'ai rencontré mon nouveau colocataire, Émile. Il était bruyant, ironique, toujours en train de mâcher quelque chose, mais authentique. Nous nous sommes bien entendus dès le premier jour. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il ne se souciait pas de mon passé, il s'intéressait à qui je voulais être maintenant. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir me faire petit pour m'intégrer. Bientôt, j'assistais à des cours, je rejoignais quelques clubs et je travaillais à temps partiel au centre d'écriture du campus. Curieusement, aider les autres à donner forme à leurs histoires me donnait l'impression d'être plus maître de la mienne. Un après-midi, Émile m'a trouvé en train de regarder une photo de moi et Juliette, enlacés devant son sapin de Noël. « C'est ta mère ?» a-t-il demandé avec un sourire malicieux. « Mieux », ai-je répondu sans réfléchir. Avec l'arrivée du printemps, j'ai reçu un email inattendu d'un concours littéraire auquel je m'étais inscrit presque sur un coup de tête. Ma dissertation sur le fait de quitter mon foyer avait été sélectionnée pour le Grand Prix. Elle serait publiée dans une revue universitaire et partagée avec les nouveaux étudiants. J'ai lu le message 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce que j'assimile enfin ce que cela signifiait. Et juste à cet instant, comme une coïncidence trop bien calculée, un autre email est arrivé, cette fois de mon père. Il disait seulement « Parlons ». 2 mots, sans ponctuation, sans affection, sans contexte. C'était son ton habituel quand il voulait paraître formel, comme si nous étions dans une réunion de travail et non dans une conversation entre père et fils. Je n'ai pas ouvert l'email tout de suite. Je suis descendu au café du campus, j'ai commandé le café le plus fort qu'ils avaient et je me suis assis près de la fenêtre, le téléphone sur la table. J'ai même pensé à le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a retenu. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la stratégie. Au cours de ces mois, quelque chose avait changé en moi. Je ne réagissais plus, j'analysais. Et pour analyser, j'avais besoin d'informations. Finalement, je l'ai ouvert. Lucien, nous avons beaucoup pensé à toi. La maison n'est plus la même sans ta présence. Ta mère vit mal la situation et Maxence est plus silencieux. Nous aimerions te parler. Peut-être dîner ensemble si tu veux. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées, mais nous voulons arranger ça. Fais-nous signe. Papa. L'email était impeccablement rédigé. Pas de reproches, pas de chantage émotionnel, un rameau d'olivier écrit avec une précision chirurgicale. Mais je connaissais ce schéma, faire semblant de réparer quelque chose pour éviter d'assumer la responsabilité. Il l'avait fait si souvent que je savais déjà en lire les coutures. Je n'avais pas besoin d'un adieu symbolique, j'avais besoin de la vérité. Et surtout,
J'avais besoin qu'ils comprennent ce que c'était que d'être exclu de leur monde, cet endroit où ils décidaient qui avait de la valeur et qui n'en avait pas. Il y avait une question qui me tournait dans la tête depuis que la conseillère scolaire avait mentionné mes candidatures universitaires: comment avait-il eu accès à mes portails académiques? Il ne pouvait pas y entrer sans mes mots de passe, ni demander des changements sans s'identifier comme étant moi. C'est alors qu'un souvenir m'est revenu. Je suis retourné dans ma boîte d'envoi et j'ai cherché parmi d'anciens messages de l'époque où je vivais encore à la maison. Il était là, un message que je m'étais transféré avec le lien direct vers le portail étudiant. L'entête disait toujours: important, ne pas partager ce lien. Ce message était passé entre les mains de ma mère, et sûrement de Maxence, peut-être même de mon père. Cela signifiait qu'ils auraient pu se faire passer pour moi auprès de la conseillère ou entrer dans le système sans que je le sache. Et s'ils l'avaient fait une fois, qu'est-ce qui les empêcherait de recommencer? Cette même nuit, j'ai changé absolument tous mes mots de passe: email, compte bancaire, portails universitaires, candidature d'emploi, même mon compte de streaming. J'ai activé la vérification en 2 étapes partout et j'ai créé une nouvelle adresse email uniquement pour les questions académiques et financières. Je n'allais pas leur donner une autre chance d'entrer là où ils ne devaient pas. Puis j'ai fait une liste. Qui savait que j'étais parti? Que avaient-ils raconté? Qui les avait crus? Qui avait douté? Plus j'y pensais, plus je prenais conscience de l'emprise qu'ils avaient eue sur moi, sociale, émotionnelle et même financière. N'ayant pas déclaré mon indépendance économique de manière légale, ils pouvaient encore accéder à des documents importants, des dossiers du système d'aide financière, des informations médicales, des démarches universitaires. Il était temps de couper ce fil. Le lendemain, je suis allé personnellement au bureau des aides financières et j'ai demandé des conseils pour entamer le processus de déclaration en tant qu'étudiant indépendant. Ce ne fut pas une démarche simple, loin de là. Obtenir l'approbation officielle qui me reconnaissait comme indépendant, c'était presque comme démonter pièce par pièce le récit que ma famille avait soutenu pendant des années. J'ai dû prouver que j'étais éloigné d'eux depuis un certain temps, que je ne dépendais financièrement de personne et que toutes mes factures et dépenses avaient été couvertes par moi-même. J'ai aussi dû obtenir des lettres de tiers attestant de la situation sans paraître exagérée ni mélodramatique. Juliette a été la première à se proposer. Elle a rédigé une lettre aussi directe que solide. Mon ancienne conseillère d'orientation s'est également jointe à moi. Tous deux ont décrit les faits avec précision, sans fioriture, ce qui donnait encore plus de force à la vérité. Ce processus a duré 3 semaines qui m'ont semblé une éternité. Révision, correction, réponses qui tardaient trop, formulaire qui semblait conçu pour vous faire perdre patience. Mais finalement, l'email qui changeait tout est arrivé. C'était officiellement approuvé. Avec ce document en main, l'influence que ma famille essayait d'exercer sur moi était complètement annulée. Ils ne pouvaient plus consulter mes notes, ni modifier mes données administratives, ni manipuler ma situation académique depuis l'ombre. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment hors de leur portée. J'étais libre, intouchable. Mais la liberté, bien que libératrice, a aussi réveillé quelque chose de plus profond, un besoin de justice. Et je ne parle pas d'une vengeance émotionnelle ou impulsive, mais d'exposer ce qu'ils avaient fait pour que ceux qui avaient toujours gobé leurs mensonges voient la vérité sans filtre. Je ne cherchais pas à les humilier publiquement, mais à briser ce récit soigneusement construit qui me présentait toujours comme le problème, l'ingrat, le fils difficile. L'occasion de le faire est venue de l'endroit le plus inattendu: Maxence, mon frère. Un soir, j'ai reçu un message de lui. Sec, froid. Lucien, il prépare quelque chose? Je lui ai répondu immédiatement, confus, par un simple quoi. Sa réponse est arrivée aussitôt. Une énorme fête pour les 50 ans de papa. Ils vont inviter tout le monde, mais ce n'est pas ça le plus grave. Je suis resté à regarder l'écran quelques secondes. Une fête n'avait rien d'étrange, jusqu'à ce que son message suivant arrive. Ils veulent faire un discours sur la façon dont ils t'ont pardonné. Comme si c'était toi qui avais brisé la famille. Ils veulent passer pour ceux qui ont pris le bon chemin, et ils m'obligent à répéter avec eux. J'ai senti, au lieu de la peur, quelque chose qui ressemblait beaucoup à une étincelle d'anticipation parcourir mon corps. C'était comme si tout s'emboîtait soudainement. L'invitation massive, la date, le discours soigneusement préparé. Il prévoyait de réécrire l'histoire devant un public rempli de gens qui me connaissaient depuis l'enfance. Je n'ai pas hésité et je l'ai appelé. « Pourquoi tu me dis ça ?» ai-je demandé. « Il y a peu, tu étais parfaitement à l'aise au milieu de tout ça.
Maxence a poussé un long soupir. Je l'étais, mais les voir répéter ce discours, Lucien. Comme si tu avais été un fardeau qu'ils avaient finalement surmonté. Comme si ton existence avait été une étape difficile dans un film de série B. Ça m'a donné la nausée. Tu as essayé de dire quelque chose? Oui. Ils m'ont dit de me taire. Ils ont dit que je ne comprenais pas ce qu'était la loyauté familiale. J'ai ri, mais sans humour. Bien sûr, parce que pour eux, la loyauté signifie une obéissance aveugle. Il y eut un silence. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, ajouta-t-il. J'ai juste pensé que tu méritais de le savoir. Fais ce que tu juges bon. J'ai raccroché et je suis resté un bon moment à contempler le mur. Ce n'était pas seulement un discours. C'était une tentative d'effacer tout ce qui s'était passé, de se présenter comme des victimes bienveillantes et de me transformer en le méchant qu'ils avaient soi-disant pardonné. Je ne pouvais pas le permettre. Les 2 semaines suivantes sont devenues un mélange de stratégie, de clarté et d'un étrange type de calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai parlé à Juliette le lendemain. J'ai tout raconté, mot pour mot. Sa réaction a été immédiate. Ce n'est pas seulement de la manipulation, dit-elle, furieuse. C'est du théâtre de mauvaise qualité. Mais tu es le seul qui puisse leur casser le scénario. Et un plan a commencé à se dessiner. Juliette était toujours sur la liste des invités, tout comme quelques parents éloignés qui, au cours des derniers mois, m'avaient envoyé des messages pour me demander si j'allais bien. Sur le moment, je n'avais pas répondu. Je cherchais le silence, pas le soutien, mais maintenant je comprenais que ces personnes pouvaient devenir des pièces maîtresses. J'ai écrit une lettre longue, claire et honnête. Ce n'était ni une attaque ni une lamentation dramatique, juste la vérité, l'anniversaire qu'ils avaient délibérément ignoré, le fameux message vocal, les tentatives de saboter mes décisions, la façon dont ils avaient déformé mon histoire face à des tiers. J'ai joint des captures d'écran de mails et de messages avec des dates visibles. J'ai inclus un extrait du message vocal, soigneusement découpé pour montrer le nécessaire sans paraître cruel. Je l'ai intitulé « Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez sur la raison de mon départ ». Je l'ai imprimé sur un papier de bonne qualité avec une police de caractère nette. J'ai signé à la fin avec mon nom complet. Le tout paraissait sobre, sérieux, impossible à écarter comme un coup de tête émotionnel. Juliette s'est chargée du reste. Elle a prévu de les distribuer discrètement à ceux qu'elle considérait comme fiables. Elle en laisserait aussi quelques-unes sur la table d'entrée, où les invités récupéraient leur carton nominatif. Subtil, mais impossible à ignorer. Ensuite, j'ai enregistré une vidéo. Je me suis assis devant mon bureau, mon ordinateur portable posé sur une pile de livres pour que la hauteur soit correcte. J'avais répété ce que je voulais dire, mais quand j'ai appuyé sur enregistrer, j'ai parlé sans script. Si vous regardez ceci, vous vous souvenez probablement de moi comme du garçon qui est parti, ai-je dit. Peut-être avez-vous entendu dire que j'étais instable ou que je traversais une période difficile. La vérité est autre. Je suis parti parce qu'on m'a traité comme si je n'existais pas. Je ne voulais pas faire de mal, j'avais juste besoin de me sauver. J'ai parlé de ma situation actuelle, de ma sécurité, de mes études, de mon indépendance. J'ai clairement indiqué que je ne cherchais pas la compassion, seulement que la version réelle de l'histoire puisse enfin exister, sans filtres étrangers. Quand j'ai eu fini, j'ai mis la vidéo en non répertorié sur YouTube. Juliette a généré des codes QR et les a placés sur chaque lettre. Le jour de la fête est arrivé. Je n'allais pas être là. J'ai passé l'après-midi dans la salle commune de l'université avec Émile, à manger de la pizza grasse, à rire de bêtises et à jouer aux cartes. Je n'avais pas besoin d'être présent pour que la vérité fasse son travail. À 21h42, mon téléphone a vibré. C'était Mathis, mon cousin. Mon Dieu, Lucien, je n'en avais aucune idée. Je viens de voir ta vidéo. Je suis désolé. Je pensais qu'ils étaient juste stricts, mais cette histoire d'anniversaire. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'un autre message est arrivé. Cette fois de Monsieur Bérard, mon ancien professeur de français. Je te dois des excuses. J'ai complètement cru la version qu'ils m'ont racontée. Je vois maintenant à quel point ils l'ont déformée. Tu ne méritais pas ça. Et enfin, un bref message de Maxence. Lucien, tu as réussi? Je n'avais pas besoin de plus. Le discours n'a jamais eu lieu. Quelques heures plus tard,
Juliette m'a appelé et m'a raconté comment, au début, les gens prenaient les lettres avec curiosité. Puis ils ont commencé à les lire. Certains se regardaient, murmuraient, et peu à peu, l'atmosphère s'est chargée de tension. Plusieurs invités ont directement confronté mes parents. Ma mère a pleuré, mon père a perdu le contrôle, et ils ont fini par accuser Juliette de conspirer contre eux. Mais la vérité flottait déjà dans tous les coins de la salle. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon téléphone a tellement vibré pendant la nuit que j'ai pensé à l'éteindre. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé les messages arriver. Je les ai lus, certains plus d'une fois. Cette reconnaissance silencieuse, cet aveu qu'il comprenait enfin ce que j'avais vécu, a eu un impact plus profond que je ne l'imaginais. Ce ne fut ni dramatique ni explosif. C'était comme si, pour la première fois, l'air était pur. Mais le lendemain fut une autre histoire. À 8 heures du matin, Juliette m'a appelé. « Assieds-toi » a-t-elle ordonné. Je suis allongé. Parfait. Alors ne te lève pas, mais prépare-toi. Elle a pris une profonde inspiration. Tes parents essaient d'éteindre l'incendie. Ils ont appelé la moitié de l'arbre généalogique pour expliquer le malentendu au point. J'ai éclaté de rire. Laisse-moi deviner. Maintenant, ma lettre est fausse, les captures d'écran sont manipulées et le message vocal est sorti de son contexte. Juliette a soupiré. Lucien, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Juliette a parlé d'un ton si direct qu'il m'a obligé à m'asseoir sur le bord du lit, comme si je savais déjà qu'elle allait dire quelque chose de dérangeant. Ton père a essayé de justifier qu'il voulait te donner de l'espace, mais que tu as tout déformé. C'est ce qu'il a dit. Ta mère a pleuré pendant une demi-heure sans s'arrêter. Et quand un des oncles a mentionné que la date du gâteau qu'ils avaient posté l'année dernière ne coïncidait pas avec l'anniversaire de Maxence, sais-tu ce que ton père a fait? Elle a fait une brève pause. Il a rejeté la faute sur la pâtisserie. Je me suis couvert le visage avec l'oreiller et j'ai laissé échapper un grognement qui était moitié frustration, moitié résignation. Il y avait quelque chose de prévisible dans cette explication, et pourtant elle parvenait à être embarrassante. Et Maxence, ai-je demandé en me redressant un peu. Il est parti avant que la dispute ne dégénère, a répondu Juliette. Dès que la confrontation a commencé, il a dit qu'il ne voulait plus participer à ce théâtre et il est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Cette nouvelle ne m'a pas frappé d'un coup, elle m'a plutôt atteint par vagues lentes, comme si mon cerveau avait besoin de temps pour la traiter. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que je murmure enfin, et maintenant? Ça dépend de toi, a-t-elle répondu. Ils perdent le contrôle du récit. Les gens ne croient plus à cette version des pauvres parents mal compris. Si tu veux ouvrir une petite porte pour qu'ils expliquent leur version, tu peux le faire. Mais si tu préfères garder tes distances, personne ne t'en voudra. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir, puis j'ai raccroché. Je suis resté à regarder l'écran noir de mon ordinateur portable sans bouger. Ce silence m'a fait comprendre quelque chose. La vengeance n'avait jamais été un instant précis. Ce n'était pas la lettre, ce n'était pas la vidéo, ni même ce qui s'était passé à cette fête. Non, la vengeance était un changement constant, lent et ferme. C'était reprendre le contrôle. Et pour la première fois de ma vie, ce contrôle était le mien. 2 jours plus tard, mon père a réécrit. L'objet de l'email était simplement « S'il te plaît ». Je l'ai ouvert sans hâte, avec un calme nouveau qui m'a surpris. Lucien, les choses ont dégénéré à la fête. Les gens nous ont mal interprétés. Nous ne voulions pas que les choses se passent ainsi. Nous voulons tout expliquer en personne. Nous voulons arranger ça. Ta mère est très affectée. S'il te plaît. Papa. Pas une seule mention de ce qu'ils avaient réellement fait. Rien de concret. Juste des phrases vides comme mal interprétées ou ça a dégénéré, comme si les faits étaient optionnels. Comme si je n'en avais pas vécu chaque seconde. Je n'ai pas répondu. Et plus important encore, je n'en ai pas ressenti le besoin. Au lieu de cela, j'ai rédigé un email au bureau administratif de l'université. J'ai demandé formellement que tout accès de mes parents à mes informations académiques soit restreint, en indiquant que j'étais légalement indépendant et que je ne souhaitais aucun contact de leur part sur des sujets scolaires. 48 heures plus tard, j'ai reçu l'approbation. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro. Ce ne serait pas définitif, du moins pas par obligation.
Je voulais simplement décider moi-même qu'en parler, si jamais cela devait arriver. J'ai alors compris que la vengeance n'avait pas besoin d'artifice ni de grandes scènes, elle avait seulement besoin d'être définitive. Les semaines ont passé et ma vie a trouvé un rythme tranquille, presque réparateur. Émile et moi étions pratiquement des frères à ce stade. J'ai appris à cuisiner autre chose que des nouilles instantanées. J'ai rejoint un groupe d'écriture et j'ai trouvé un travail de tuteur pour les nouveaux étudiants, mieux payé que mon emploi à la sandwicherie et avec des tickets restaurants en prime. C'était une vie simple, stable et la mienne. Ce qui était curieux, c'est que l'absence de mes parents ne se ressentait pas comme une blessure ouverte, mais plutôt comme une cicatrice qui avait cessé de faire mal. Mais l'histoire ne pouvait pas se terminer uniquement sur ce calme. Il manquait un fil à dénouer, un dernier mouvement. Et il est venu de Maxence. Il est apparu sur le campus sans prévenir. J'étais assis devant la librairie de l'université, en train de prendre mon petit déjeuner avec un bagel tout en relisant un brouillon de dissertation. Quand j'ai entendu quelqu'un se racler la gorge, j'ai levé les yeux. C'était lui. Les mains dans les poches, les épaules basses, les cheveux en désordre, comme s'il avait passé des heures à les toucher sans s'en rendre compte. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, un poids dans ses yeux que je ne me souvenais pas d'avoir vu auparavant. « Salut », dit-il. Je me suis adossé à ma chaise. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Je sais. Désolé d'apparaître comme ça. J'ai essayé de t'écrire, mais tu ne répondais pas. J'ai changé de numéro, ai-je dit en levant mon téléphone. » Il a hoché la tête lentement. C'est logique. Un silence étrange s'est installé entre nous. Ce genre de silence qui apparaît entre deux personnes qui ont vécu sous le même toit mais ne se sont jamais vraiment comprises. Finalement, il a parlé. Je voulais parler en personne de ce qui s'est passé à la fête. De tout, ai-je précisé en lui montrant la chaise en face. Il s'est assis et a pris une profonde inspiration. Tu avais raison, a-t-il admis. Sur le favoritisme, sur les différences de traitement. Je ne le voyais pas. Enfin, si, je le voyais, mais j'ai préféré l'ignorer. Ça m'avantageait. Et quand quelque chose t'avantage, c'est facile de faire comme si ça n'existait pas. Sa sincérité m'a pris par surprise. Je n'ai rien dit. Après ton départ, a-t-il continué, ils ont perdu le contrôle. Et pas parce que tu leur manquais comme ils le disaient, mais parce que l'image de la famille parfaite s'est fissurée. Ils se souciaient plus de ce que les gens pensaient que de savoir où tu étais. Et j'ai laissé faire, je les ai laissés m'utiliser pour maintenir cette façade. Il a dégluti. Il a baissé les yeux. C'est de ma faute. Tu n'as pas à me pardonner. Je ne voulais juste pas devenir une autre personne qui disparaît quand les choses deviennent inconfortables. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai choisi une seule question. Pourquoi m'as-tu prévenu pour la fête? Maxence a levé les yeux. Parce que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Parce que tu méritais de raconter ta version. Tu méritais que ta voix soit entendue. Nous sommes restés silencieux, mais cette fois, c'était différent. Pas tendu, mais honnête. Es-tu heureux? A-t-il demandé soudainement. J'ai pensé à ma chambre louée, au travail que j'aimais, aux cours qui me mettaient au défi, aux nouveaux amis, à la vie que je construisais de mes propres mains. Oui, ai-je répondu. Je le suis. Il a hoché la tête, presque en souriant. Ça me fait plaisir. Avant de se lever, il a laissé quelque chose sur la table. C'était cette carte d'anniversaire, la même qui disait « Sois plus comme lui », sauf que maintenant, il y avait une nouvelle phrase écrite en dessous, de sa main, « Pardon. J'aurais dû être plus comme toi. » Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas mis en colère, je n'ai rien ressenti de tout cela. Juste une certitude profonde, c'était terminé. Complètement. La vengeance avait déjà eu lieu, non pas avec des cris ou des confrontations, mais avec l'effondrement silencieux de l'histoire qu'ils avaient essayé d'imposer. L'effondrement n'était pas le mien, c'était le leur. Leurs mensonges se sont écroulés sous leur propre poids. Leur contrôle s'est brisé quand j'ai cessé de chercher leur approbation. Leur réputation s'est fissurée quand la vérité a éclaté. Et à l'instant où ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus écrire ma vie, tout a changé. J'ai marché jusqu'à ma résidence avec la carte à la main, me sentant étrangement léger, comme je ne m'étais pas senti depuis des années. Et quand je l'ai laissé tomber dans la poubelle devant mon immeuble, il n'y a pas eu de culpabilité, il y a eu une libération.
Parce que la vengeance n'est pas toujours un incendie. Parfois, c'est simplement s'éloigner des flammes sans regarder en arrière. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La conclusion définitive, la phrase qui met un point final à tout. Je n'ai pas gagné en les détruisant, j'ai gagné en devenant quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus blesser. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.